Vous êtes sur France 3, c'est le 18h30, soyez les bienvenus et ce soir avec vous, nous abordons un sujet sensible, les accidents mortels au travail en Île-de-France sur des chantiers de construction, de logement ou d'ouvrages comme ceux du Grand Paris Express. Plusieurs drames ont été recensés à l'échelle nationale. 2019 est une année noire. 1191 personnes ont perdu la vie à cause d'un accident au travail. Les familles des victimes dénoncent un manque de considération des pouvoirs publics et des entreprises vis-à-vis des morts au travail. Alors comment prévenir ces accidents? Faut-il davantage condamner les responsables et punir les négligences sur les chantiers ou le manque de formation de certains salariés? On en parle avec nos invités. Bonsoir, Madame Fabienne Bérard. Votre fils Flavien Bérard est mort sur un chantier de Seine-et-Marne en mars 2022. Vous avez fondé le collectif Famille Stop à la mort au travail. Bonsoir Marion Ménage, avocate pénaliste au barreau du Val d'Oise, avocate également depuis 10 ans pour le syndicat CGT, Fédération de la Construction. Et bonsoir Paul Dufil, directeur général de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Nous serons aussi en direct avec Mathieu Lépine, professeur d'histoire-géographie. Vous recensez de manière citoyenne les morts au travail. Vous avez un site internet, une histoire populaire et un compte Twitter, Accident du travail, silence, des ouvriers meurent. Également sur ce plateau, Sophie Béchir, journaliste de la rédaction. Sophie Béchir nous apportera son précieux décryptage. Et comme chaque soir, on commence avec un chiffre du jour. Regardez-le ce soir, c'est 15, car c'est le nombre de familles de victimes d'accidents mortels au travail qui ont rejoint le collectif Famille Stop à la mort au travail. 15 familles pour 15 victimes. Et parmi ces personnes, votre fils, Fabienne Bérard, donc Flavien, qui est décédé en mars 2022 sur un chantier de Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour sinistre du printemps 2022 ? Flavien était donc sur un chantier de forage pétrolier depuis 1 mois seulement dans cette entreprise et depuis 1 semaine seulement sur ce chantier, et une pièce métallique s'est détachée de la foreuse, une pièce d'une 30aine de kilos. Elle a fait une chute de 17 mètres et elle a heurté la tête de mon fils. Voilà. Votre fils avait 27 ans, il venait juste de se remettre d'un cancer. Oui. Donc maintenant, vous menez un long combat pour la mémoire de votre fils, mais également pour toutes les familles de victimes d'accidents mortels au travail. Est-ce que ça veut dire que trop souvent, ces personnes sont oubliées ? Complètement. Il y a un grand sentiment de solitude et d'oubli, et on a l'impression de ne pas être vu ni entendu. Et oubli de la part de qui ? De notre société, tout simplement, parce qu'une fois que toutes les procédures sont en marche, eh bien, il faut attendre le temps de la justice, qu'elle fasse son travail. Et ce laps de temps, il est tellement long. Les familles ont besoin d'être entendues, d'être connues, d'être soutenues pendant ces longs délais. Voilà. C'est important de voir le visage de votre fils, parce que c'est important de rappeler que ce sont des personnes derrière les chiffres, derrière les histoires, ce sont avant tout des individus et des histoires humaines. On va regarder le portrait de votre fils, et cette question, quand on pense à Flavien, votre fils, est-ce que vous avez été contacté par l'entreprise pour vous expliquer les circonstances de l'accident et de son décès ? Alors, ils nous ont appris l'accident donc le matin du 5 mars à 7h, un coup de fil, on est réveillés comme ça. Et en fait, le lendemain, donc Flavien est officiellement décédé le lendemain quand ils l'ont débranché à l'hôpital de la Salpêtrière. Et mon mari et moi, nous avons demandé à être reçus par l'entreprise le lendemain. Donc nous sommes allés sur les lieux, nous voulions absolument voir les lieux de l'accident, comprendre ce qui s'était passé. Donc oui, on a été reçus. Après, on n'a pas eu toutes les informations, on en a eu quelques-unes, mais une enquête est en cours, voilà, qui nous permettra de déterminer ce qui s'est passé réellement. Donc on va regarder également les autres portraits des victimes que vous représentez, et des familles de victimes. Donc Benjamin, Hugo, ce sont d'autres prénoms de ces personnes qui sont décédées aux côtés de votre fils également sur cette photo. Flavien, vous avez créé ce collectif en novembre dernier. Oui. Pourquoi ? Parce que, voilà, au bout d'un moment, effectivement, j'avais le sentiment que rien n'avançait, plus rien ne se passait. L'avocat vous dit, et il a raison, que le temps de la justice et le temps du deuil, ce sont 2 choses différentes. Les procédures sont en route, il y a juste à attendre. Et moi, j'avais le sentiment que c'était pas possible d'attendre sans rien faire. Voilà, il fallait que je sois dans l'action, parce que je me disais que pendant ce temps-là, l'entreprise, elle continuait de fonctionner. Normalement ou pas, je ne sais pas, en mettant plus de prévention en place, je ne sais pas, en veillant plus sérieusement, plus efficacement à la sécurité de ses salariés, je ne sais pas. Et ça, pour moi, c'était pas possible. Voilà.
Nous, on est condamnés immédiatement et de façon irrémédiable, perpétuité. Eux, ils continuent de fonctionner pendant des années et des années, à cause, entre autres, de la lenteur de notre justice. Et pour eux, rien ne se passe. Il n'y a pas de sanction immédiate. Pour nous, elle est immédiate et elle est irréversible. Vous témoignez pour la première fois ce soir sur un plateau de télévision. En quoi c'est important ce moment? C'est symbolique. Voilà. Moi, je me dis que peut-être, enfin, médiatiquement, c'est un sujet qui va être partagé, relayé, des infos qui seront relayées. Parce qu'il faut ouvrir les yeux sur tout ça. On a entendu votre témoignage, nous avons vu également des visages de victimes d'accidents mortels au travail. Combien d'accidents ont lieu en France? On va tout comprendre avec Sophie Béchir, avec ces chiffres clés pour le décryptage du 18-30, Sophie Béchir. Oui, Jean-Baptiste, on s'est appuyé sur les chiffres de 2019, dernière année d'activité pleine avant la pandémie. Le nombre d'accidents du travail a connu une hausse de 0,6% en France cette année-là par rapport à l'année passée, soit près de 800 000 sinistres. Alors dans le détail, si on regarde, c'est plus de 600 000 accidents sur le lieu de travail, près de 99 000 accidents de trajet, soit le plus haut niveau jamais atteint depuis l'année 2000, et un peu plus de 47 000 cas de maladies professionnelles. Alors la plupart du temps, il s'agit de troubles musculo-squelettiques. Et puis pour ce qui est des décès, cette fois, on en comptait 1191 en 2019. Toutes catégories d'accidents confondus. C'est dans le secteur du BTP qu'on compte le plus de décès chez les hommes, et dans les activités de service du côté des femmes, des chiffres à modérer car ils ne prennent en compte que les salariés du régime général et du régime agricole de la sécurité sociale, les agents de la fonction publique, les travailleurs indépendants et bien sûr les travailleurs irréguliers ne sont pas comptabilisés. Et puis les chiffres sont difficiles à confirmer, mais on parle de 4 morts et 10 blessés recensés sur les chantiers du Grand Paris Express depuis le début des travaux. Merci beaucoup Sophie Béchir pour ces précisions. On va peut-être retrouver en direct Mathieu Lépine, professeur d'histoire-géographie qui recense les morts au travail, un recensement citoyen. Il a un site internet, une histoire populaire, un compte Twitter. Accident du travail, silence, des ouvriers meurent. Pourquoi vous avez décidé de réaliser ce recensement citoyen des morts au travail, Mathieu Lépine? Tout simplement parce que j'ai découvert un peu ce phénomène d'ampleur que représente la mort au travail. C'est plusieurs cas en fait consécutifs de très jeunes travailleurs ou de travailleurs beaucoup plus âgés. Je pense notamment à Michel Brahim qui avait 68 ans, qui est décédé en janvier 2019, et à Franck Page qui lui avait 19 ans, était livreur pour Uber, qui est décédé à l'âge de 19 ans donc. Et ces 2 morts consécutives là, l'un qui travaillait pour financer ses études et l'autre qui travaillait parce que sa retraite était trop faible, ce sont ces 2 accidents là qui m'ont vraiment dit qui m'ont fait me dire qu'il fallait faire quelque chose pour rendre ce sujet beaucoup plus visible. Est-ce qu'une catégorie de la population est surreprésentée dans les morts au travail? Ceux qui vont être surreprésentés, en tout cas parmi les travailleurs, ça va être les ouvriers du BTP, les chauffeurs routiers, les ouvriers de l'industrie. Ensuite, on remarquera que les travailleurs intérimaires, que les jeunes sont aussi très représentés. Un jeune de moins 25 ans a 2,5 fois plus de chances d'avoir un accident du travail que quelqu'un d'un peu plus expérimenté. Donc on voit qu'il y a vraiment des catégories de population sur lesquelles peut-être il faudrait cibler la prévention notamment, parce qu'elles sont très représentées, surreprésentées parmi les victimes. Alors, toute l'équipe du 18-30 s'est penchée sur les fameux chiffres. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de chiffres contradictoires sur les accidents mortels au travail. Vous, quelle est votre méthode ? Alors moi, ma méthode elle a ses limites, puisque moi je me contente en fait de tout ce que je peux trouver en restant chez moi, puisque évidemment ce recensement je le fais en parallèle de mon travail. Donc moi c'est la presse quotidienne régionale en ligne. C'est ainsi que j'ai démarré en 2019. Là, je démarre la 5e année de ce recensement, et aujourd'hui, je peux m'appuyer en plus de ce que je trouve dans la presse sur des témoignages en fait. Donc, ce recensement, il est forcément limité. Mes chiffres, ils sont forcément inférieurs à ceux de l'assurance maladie, à l'ampleur de ce que peut représenter ce sujet, mais ils ont l'intérêt de pouvoir nous montrer au quotidien en fait que ce sujet en fait est un sujet d'actualité.
Merci beaucoup Mathieu Lépine et je précise que vous allez publier un ouvrage, l'hécatombe invisible, le 10 mars prochain aux éditions du Seuil. Merci beaucoup Mathieu Lépine qui recense de manière citoyenne les morts au travail. Cette question est importante. Monsieur Dufil, directeur général de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Pourquoi c'est si compliqué pour avoir les chiffres et pourquoi parfois il y a des chiffres contradictoires ? Écoutez, il y a différents organismes qui sont en charge de suivre l'accidentologie. La source principale, c'est l'assurance maladie. Normalement, tout accident du travail pour un travailleur salarié donne lieu à une déclaration. Mais il y a aussi d'autres catégories de personnel qui sont actifs en France. Il y a des indépendants, il y a des travailleurs détachés, il y a des gens sans statut, malheureusement. Il y a ensuite le régime agricole qui est géré séparément. Il y a la fonction publique également. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la focalisation principale qui a cours était autour des chiffres de l'assurance maladie et qui ne fait pas effectivement qui ne donne pas une image vraiment complète de tout ce qui se passe en France. Alors, comment lutter contre les accidents mortels au travail? On en parle pour cette seconde partie de notre émission spéciale. Un des leviers, c'est bien sûr le levier judiciaire pour punir les coupables. Et justement, on va en parler avec vous, Marion Ménage, avocate depuis 10 ans pour le syndicat CGT Fédération de la Construction. Vous étiez l'avocate de 2 personnes décédées sur un chantier. C'était le 30 janvier dernier, le procès qui s'est ouvert à Bobigny. Un procès de 7 hommes et 3 entreprises poursuivis pour homicide involontaire et travail dissimulé après la mort de 2 ouvriers sans papier sur un chantier de logement en Seine-Saint-Denis, à Épinay-sur-Seine. Les faits s'étaient produits en 2019. Ces 2 hommes âgés de 29 et 34 ans étaient non déclarés. C'est un point important à préciser. Ils ont fait une chute de plus d'une dizaine de mètres. Leur nacelle s'était détachée. En quoi c'est essentiel de plaider et d'aller dans les tribunaux sur ces dossiers? Alors, juste pour corriger, je n'étais pas l'avocate de ces 2 familles, j'étais l'avocate de la CGT sur ce dossier en particulier. C'est important d'aller porter la voix des travailleurs. Là, j'allais dire, j'avais de la chance pour une fois, j'avais un confrère à mes côtés qui intervenait pour les familles. C'est pas toujours le cas, parce que, on le disait, ce sont aussi des chiffres invisibles, mais ce sont des hommes invisibles. Et on a parfois des travailleurs détachés, des travailleurs étrangers. Là, on avait des travailleurs non déclarés. Ce sont des gens qui disparaissent et qui ne font pas de bruit. Donc, il est important pour la CGT, pour la Fédération de la Construction, de pouvoir venir dire que ces gens meurent au travail. En France, le secteur de la construction, c'est un mort par jour. Il faut que ça se sache. Un point également important pour bien comprendre, c'est donc le qualificatif homicide involontaire. C'est un point important à préciser. Est-ce qu'il faut que ça devienne homicide volontaire, parfois en fonction de ce que l'on découvre au niveau de l'enquête? Je suis pas certaine, parce que la définition de l'homicide volontaire en droit pénal français est une définition très précise. Ça suppose une intention de donner la mort. Il est évident, j'ose espérer, qu'aucun employeur sur le territoire national, qu'aucune entreprise ne souhaite la mort de ses salariés. Donc, on n'a pas cette volonté de tuer. En revanche, on a de la négligence, de la légèreté coupable, et ça, c'est insupportable. Il faut impérativement qu'on arrive, malheureusement par la sanction, j'espère par la prévention, mais aussi par la sanction, à faire baisser ce nombre de morts au travail. Puisque vous parlez de sanctions, quelle est la peine maximale encourue par un chef d'entreprise qui est reconnu un coupable d'un accident mortel au travail? Alors, pour le chef d'entreprise personne physique, c'est 5 années d'emprisonnement maximum. C'est évidemment une peine qui n'est jamais prononcée. On est plutôt sur quelques mois avec sursis pour la personne physique. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'est pas le seul à pouvoir en répondre. L'entreprise elle-même, la société, la personne morale peut être poursuivie devant les tribunaux et l'est d'ailleurs pas toujours avec son chef d'entreprise, parfois seul. Parfois, c'est seulement l'entreprise qui est poursuivie. Et là, on est sur des sanctions qui sont des sanctions financières, des peines d'amende. Fabienne Bérard, votre fils, je rappelle, Flavien, est décédé sur un chantier de Seine-et-Marne. Quand vous entendez ces 5 ans de peine maximale encourue pour un chef d'entreprise reconnu coupable, est-ce que cela vous semble insuffisant? Complètement, oui. Enfin, c'est-à-dire que ces 5 ans ne sont jamais prononcés, en fait. Le maximum que j'ai vu, c'est 2 ans, et c'était avec sursis, et aucun chef d'entreprise ne met jamais les pieds en prison. Il faut dire ce qui est. Est-ce que vous avez repéré des failles dans des dossiers parfois? Est-ce qu'ils sont mal ficelés? Est-ce que les enquêtes sont concrètes et, je dirais, sérieuses? Est-ce que parfois les morts au travail sont un peu mis de côté? Alors, mis de côté, je ne sais pas. En tout cas, ce que moi je déplore, c'est qu'on n'ait pas de façon systématique des ouvertures d'informations. Je souhaiterais que sur ces dossiers, on ait
de façon systématique un juge d'instruction qui soit désigné, un magistrat instructeur qui prenne en main cette enquête. C'est très loin d'être le cas. Les dossiers dans lesquels on a des ouvertures d'informations sont très minoritaires et très souvent l'enquête elle est laissée entre les mains des policiers de secteur, des gendarmes et de l'inspection du travail. Alors justement, est-ce que l'inspection du travail fait un travail justement important et essentiel dans ces dossiers? Oui, elle fait un travail qui est un travail extraordinaire, qui est un travail de terrain. Ils interviennent en co-saisine avec les services d'enquête, police, gendarmerie, et heureusement, parce que eux, c'est leur cœur de métier, donc ils savent de quoi ils parlent, ils savent ce qu'ils vont chercher comme manquement, ils connaissent le code du travail sur le bout des doigts, et tout le monde s'appuie sur leur travail. Fabienne Bérard, vous êtes, je rappelle, fondatrice du collectif Famille Stop à la mort au travail. Vous vous êtes rendue au ministère du Travail le 2 février dernier. Que demandez-vous à l'État français? Alors, en dehors de cette reconnaissance que l'on souhaiterait avoir pour les victimes et leurs familles, je parlais tout à l'heure, oui, de soutien psychologique par rapport au choc, au drame que nous vivons, et aussi un soutien juridique parce qu'il y a énormément de démarches. Ce sont des conditions très douloureuse. Mon fils est décédé le 4, les obsèques ont lieu le 19. Entre les deux dates, il y a eu un passage par l'Institut médico-légal. On vit des choses vraiment traumatisantes. Donc les familles ont besoin d'être épaulées, ont besoin d'être aidées. Et puis après, il y a toutes ces démarches, la gendarmerie, l'avocat, les assurances, trouver une protection juridique, parce qu'il faut aussi parler du coût de ces démarches auprès des avocats. Et puis nous sommes héritiers de notre fils, donc il y a aussi la succession chez le notaire. Et puis il y a aussi les prêts bancaires de notre enfant. Voilà, enfin il faut être partout en même temps. C'est très compliqué, c'est très lourd, et on n'est pas en état forcément de faire cela parce qu'on est anéanti. Voilà. Monsieur Dufil, donc directeur général de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, quelles sont les pistes sur lesquelles vous travaillez pour prévenir ces accidents mortels et éviter de nouveaux drames? Tout d'abord, je ne veux pas rentrer dans une polémique des chiffres, mais je souhaite souligner d'abord les progrès quand même qui ont été enregistrés. Il y a toujours trop d'accidents, c'est vrai. Maintenant, n'oublions pas que les entreprises, les pouvoirs publics, un certain nombre d'acteurs sont mobilisés effectivement pour que les choses s'arrangent. Et j'en profite d'ailleurs pour signaler, l'État lui-même a pris l'initiative il y a à peu près un an, jour pour jour. J'ai apporté le document pour pouvoir le présenter. C'est un plan national de prévention, de lutte contre les accidents graves et mortels, et qui vient effectivement tirer sur de très nombreux leviers, de façon à baisser l'accidentalité. Alors que proposez-vous ? Alors, ce qui est, moi j'ai envie de commencer par vous illustrer ce que nous faisons très concrètement à l'OPP-BTP, effectivement, pour lutter contre les accidents. Et la première chose que nous faisons, c'est chaque fois que nous avons connaissance d'un accident grave ou mortel, et nous en tenons un registre qui est complet pour les accidents mortels, nous prenons un contact systématique avec l'entreprise, parce qu'il s'agit aussi d'aider l'entreprise, également les collègues, qui sont aussi souvent, je dirais, frappés par l'accident qui a eu lieu, à pouvoir continuer, parce qu'il faut que l'activité aussi. Alors là, vous parlez seulement de l'activité qui continue, mais vous pouvez comprendre que les gens vont être choqués. Je veux dire, on parle de solutions pour éviter des morts au-delà de l'activité qui continue. Quelles solutions concrètes? Parce que c'est vraiment la question que les familles de victimes se posent et que les personnes qui nous regardent se posent. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez et qu'est-ce que vous faites? Concrètement, ça signifie justement venir analyser les conditions dans l'entreprise et puis conseiller l'entreprise, les aider à mettre en œuvre tout un nombre de mesures organisationnelles, techniques, de formation, jouer sur la compétence des personnels, de façon à diminuer effectivement la probabilité d'occurrence d'un accident. Quels exemples concrets? Je reviens parce que c'est important de comprendre, par exemple, ce que vous faites. Concrètement, ce qu'il nous arrive de faire, il nous est arrivé d'identifier des causes techniques très précises, des défauts sur des équipements, et on travaille avec les constructeurs de façon à remédier ces défauts, faire en sorte qu'il y ait des corrections apportées sur l'ensemble des équipements. Marion Ménage, est-ce que justement la multiplication de la sous-traitance, c'est un vrai problème par rapport aux accidents mortels? Alors c'est un double problème. D'abord, c'est un problème parce que les grands responsables, ceux qui sont en haut de l'échelle, ceux-là échappent bien souvent aux poursuites. Parce que la justice commence d'abord par s'intéresser au responsable immédiat. Et le responsable immédiat, c'est l'employeur. Sauf que sur des grands chantiers, on va se retrouver à avoir la toute petite entreprise, celle qui intervenait pour 3 bricoles de maçonnerie. Et puis on n'a pas les échelons supplémentaires et on ne remonte pas aux donneurs d'ordre tout en haut. Donc ça, c'est une première difficulté liée à la sous-traitance. La deuxième difficulté, c'est que je ne crois pas connaître un seul chantier qui n'ait pas connu de retard. Ça veut dire de la pression,
Et la pression, elle descend en cascade et elle descend sur le sous-traitant. Merci Marion Ménage, avocate pénaliste, notamment pour le syndicat CGT Fédération de la Construction. Merci Paul Dufil, directeur général de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics. Et merci Fabienne Bérard, fondatrice du collectif Amis Stop à la mort au travail. Une manifestation bientôt, une marche blanche. Le 4 mars, samedi 4 mars. Où probablement devant le ministère du Travail et l'Assemblée nationale. À Paris. Merci à vous, une émission vraiment très importante. Tout de suite, votre journal régional.